Je suis née le 29 mars 1939 à proximité de la ligne Maginot, donc pas très loin de la frontière luxembourgeoise. Et puis après, nous avons été évacués sur le Puy-de-Dôme, disons. Et au retour, on a vécu à peu près normalement. Et puis c'est en mois de janvier 1943 que les Allemands sont venus nous réveiller et nous ont demandé de préparer nos bagages pour partir en Allemagne. Je n'avais pas 4 ans quand nous sommes partis, j'en avais 6 quand nous sommes rentrés. Les Allemands sont venus nous réveiller et puis il a fallu prendre un petit déjeuner. Et puis après, ils nous ont demandé de partir à un point de rassemblement. Il y a des bus qui sont venus nous chercher. Et puis là, on est parti direction de la Silésie en passant par je ne sais pas où. On a voyagé pendant 2 nuits. Puis après, on est arrivé à un point donné. Il a fallu se rendre à pied dans un camp. Le camp n'était pas grand, là, 150 personnes à peu près. Et là, j'ai des photos où on voit les gens essayer de meubler le temps des week-ends, le dimanche, puisque les gens travaillaient jusqu'au samedi soir. Et puis le dimanche, ils allaient se balader dans la montagne, puisqu'on était du côté d'un centre de villégiature, en fait, comme disait maman, quand ça serait dans une autre situation, on apprécierait, mais là, on n'apprécie pas, c'est pas vrai. Le premier truc qui m'a marqué, c'est le décès de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle a été obligée de nous suivre au lieu de rester chez un de ses enfants ou chez un de ses frères. Ils ont voulu qu'elle vienne avec nous. Puis 3 mois après, c'était fini. Et j'ai gardé ce visage longtemps. Et ils ont demandé à des déportés de creuser la tombe et il a dit non. Il a dit « je n'enterre pas les miens ». Le deuxième camp, c'était déjà pour commencer des baraques en bois qui ne joignaient pas toujours très bien. Donc maintenant on fait la chasse à la chaleur. Mais là, vous pouviez chauffer autant que vous vouliez. Il ne faisait pas chaud. Hein. Et puis alors là, mon père était peintre, donc il travaillait dans le camp. Mais à peu près tous les autres que j'ai connus travaillaient dans une usine d'armement. Mes petites copines, on était 3 gamines du même village et on était toujours restées ensemble. Et donc, on jouait. Puis à certains moments, il y avait l'école maternelle, si on veut, ce qu'ils appelaient le kindergarten. Allez, viens, là. Un camp de femmes juives à quelques kilomètres, et quand il y en avait qui voulaient se sauver, qu'est-ce qui se passait? C'est tout simplement qu'ils les emmenaient dans le camp, alors habillés d'une façon, d'ailleurs j'ai des photos, une chaussure à talons, une pantoufle, une veste comme ça, vraiment l'as de pique. C'était plutôt de la pitié qu'autre chose, hein,
C'était tout simplement parce qu'elle voulait se sauver. Il y avait 30 kilos, je crois, par personne. D'accord. Alors, il y en a qui avaient apporté des matelas, mais les matelas, ils ont servi à autre chose. C'est qu'on n'avait pas les... On avait droit à tant de métrage de tissu par an. Et quand vous avez des enfants qui grandissent, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça va vite. Alors, il y en a qui ont défait leur matelas, ils ont bien lavé leur toile à matelas et ils ont fait des vêtements à leurs enfants. Ben oui, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Parce qu'à côté du deuxième camp, il y avait une fabrique d'armement qui s'appelait la Messap. Et plus le temps passait, plus ils avaient besoin de munitions, d'armes et tout. Mais les Français n'étaient pas les derniers pour faire du sabotage. Hein. Dans les caisses à munitions, ils mettaient des pierres. Mais, comment je vais vous dire ça? Les 3 départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, sont toujours ballottés entre la France et l'Allemagne. Et c'est le problème. Et là, en fait, ils étaient allemands, on était allemands. Et puis, les gens ne voulaient pas rester allemands. Et à quelques jours près, nous serions partis direction la zone libre. Mais j'ai un grand-oncle qui était dans les mines, et partout où il passait, il sabotait quelque chose. Ça durait un moment, et puis il y en a un qui l'a dénoncé. Et il n'a eu que le temps de passer la frontière, sinon il était passé par des armes. Les 3/4 des gens qui étaient dans le camp étaient résistants d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais déjà commencer par vous dire une chose, c'est que les parents allaient mendier. Mes parents sont allés mendier. Ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas, les gens ne leur donnaient rien avec de l'argent. Alors, ils revenaient avec rien du tout, ou 3 patates, un demi-litre de lait. Mais c'était la portion congrue, c'était très peu. D'ailleurs, sur le bouquin, là, il y a tous les menus, comme je dis, les menus gastronomiques. 3 morceaux de viande qui se battaient dans un morceau de jus, qui était de la sauce brune ou je sais pas. Et puis, il y avait quelques légumes. Puis à côté, il y avait des pommes de terre en robe des champs, disons. Et dans les 3 pommes de terre que vous pouviez avoir, il n'y en avait qu'une qui était mangeable. Une était coupée. Si vous tombiez sur un morceau, comment je vais vous dire ça, un morceau qui était assez gros, vous aviez un petit peu à manger. Sinon, ça partait à la poubelle. Et puis, une pourrie, bien souvent. Il en restait une. Il en restait une à vous partager avec tout le monde, en fait? Ah non. C'était chacun 3 pommes de terre. Oui, oui, on n'avait pas grand-chose à manger. Bien sûr. C'était une ration d'entretien. Et les 2 mois et demi après notre arrivée au premier camp, le soir, tout le monde était au régime tisane, avec un petit quignon de pain. Vous croyez que les gens pouvaient aller travailler avec ça? Oui, il y a toujours ce sentiment de peur qui restait, parce qu'il y a des camps où ils ont supprimé, séparé les enfants des parents.
Et ça, c'était la grande hantise de tous les parents, de voir leurs enfants partir où et pourquoi. Il y a eu d'autres personnes qui sont décédées, et les 2 seuls corps qui n'ont pas été, à ma connaissance, rapatriés, c'est ma grand-mère et puis le corps d'un petit garçon qui était jeune, 17-18 mois, qui n'a pas survécu à la déportation, au manque de nourriture, à tout ça. Et puis à l'autre camp, c'est un monsieur qui a eu un accident et il avait une jambe de gangrénée. Ils lui ont coupé la jambe et puis après il a fait une infection pulmonaire et puis il en est décédé. Alors lui est revenu par contre, les restes sont revenus, mais ma grand-mère... Oh là là, oui. On a été libérés par les Russes et les Russes ne sont pas passés par le grand portail. Le grand portail était ouvert en grand pour les libérateurs, mais ils ont arraché de la palissade à la hauteur de notre baraque. Et les gamins, qu'est-ce que ça fait? Ça joue. Et ils sont passés à 2 mètres de moi. Et avec eux, il y avait une femme officier qui avait une jupe-culotte. Mais alors une jupe-culotte qui n'était pas taillée comme les jupes-culottes qu'on voit maintenant. Hein. C'était vraiment comment dire, c'était presque du pantalon un peu évasé. C'est drôle que ça m'est resté, ça. Alors, moi, ça m'est resté, cette histoire. On voyait que des hommes, hein. Et puis tout d'un coup... Mais les Russes étaient durs. Ils rentraient dans les baraques. Et s'il y avait des gens qui avaient des boucles d'oreilles, des bagues ou n'importe, un collier, ils l'arrachaient et ils ne s'occupaient pas de défaire les engins aux oreilles. Ils coupaient carrément. Ah, c'était vraiment des sauvages. Hein. Un réveil a sonné dans une baraque, ils ont tiré dedans. Et ça, c'est des choses qui marquent. Hein. Oh, moi, j'ai fait 10 jours de trajet depuis le camp jusqu'à mon village. On a loupé quelque chose, mais je n'ai pas été la seule. Il faut dire ce qui est. Il y a eu des lacunes quelque part, et puis bon. J'ai fait du train de voyageurs. 3e classe, hein. C'était pas du... j'ai fait du wagon de bestiaux. Puis pas qu'un peu, hein. Les distances c'était... Et puis j'ai fait du GMC, du camion américain. Des camions GMC qu'on retrouve quand il y a des manifestations à droite ou à gauche. Quand je les vois, je dis tiens, mais on ne voit plus guère maintenant. Et puis après, j'ai refait du train. On a été logés à Longuillon, sur Meurthe-et-Moselle. Et de là, ils voulaient nous emmener à Paris. Vous croyez qu'au bout de 10 jours de trajet, on avait encore envie d'aller sur Paris? On n'est pas inscrit à la Croix-Rouge. Hein. Ben oui, du fait que nous n'étions pas passés par Paris. Donc, tout le groupe n'a pas été inscrit. Parce que mon fils a fait des recherches à la Croix-Rouge. Puis il me dit, je ne comprends pas. Tout le monde est inscrit, mais il y a tout un groupe là de Thionville, Fontois. Eh ben, je dis oui, parce qu'on n'a pas voulu aller retourner à Paris, puis revenir après. On en avait quand même assez.
Et donc, à Fontoy, il y a quelqu'un qui a prêté un vélo à un jeune du village en lui disant « il y a ton frère qui est là avec ta tante à la ferme et tu prends un plateau avec 2 chevaux et tu viens chercher tout le monde. » Et on est rentré en plateau avec 2 chevaux. Mais arrivé près de la maison, quand j'étais descendue du plateau, je suis allée contre le mur de ma maison et j'ai dit « ça, c'est ma maison ». Ah oui, ça, je pourrais presque vous dire la place où j'étais, tellement j'étais contente de rentrer. Mais ça n'a pas été simple pour nous après, parce qu'entre les gens qui étaient restés là, les expulsés et puis les déportés, il y a eu de sacrées frictions. Alors ce qu'on a eu après qu'on a été rentrés, ils ont fait aux jeunes qui n'avaient pas eu de scolarité normale pendant 2 ans des cours d'adultes. Ce sont des adultes qui allaient à l'école le soir, après le travail. Pendant 1 heure, 2 heures, ils faisaient du français, un peu de maths, un peu d'histoire et de géographie, pour se remettre un peu dans le bain. Mais dans toute l'équipe, il n'y en avait pas un qui était ingénieur, ni quoi que ce soit, qui ait fait des grandes études. Le vaisselier qui est là, il est dans la famille depuis la Révolution. Et il faisait partie officiellement du trésor de Hitler. Il devait venir le chercher. Et j'ai un grand-oncle qui l'a caché dans son cellier. Alors il l'a mis contre le mur, il a mis de la paille, il a mis du charbon devant, il l'a camouflé que personne n'a rien vu, personne n'a rien su. Et puis quand nous sommes rentrés, il a regagné la maison. Mais vous vous rendez compte? Un beau meuble comme ça, parti chez Hitler, hein, vous ne croyez pas que c'est... Enfin, pour moi, il a de la valeur, mais il n'en a pas pour tout le monde. Hein. Ceux qui nous ont fait partir, parce que ça aussi, il faut que je vous le dise, ils étaient allemands en 14. En 1920, ils sont devenus français pour rester au village. Et puis en 40, ils ont retourné leur veste pour redevenir allemands. Et ce sont eux qui nous ont fait partir. Et mes parents avaient un commerce. Et je peux vous dire une chose, c'est que la consigne était comme tout le monde. On ne fait pas de différence. Et quand ils venaient au magasin, c'était tout le monde pareil. Il faut être tolérant, il faut savoir... c'est pas évident de vivre ça. Puis après, on s'y est fait. Et puis, ma sœur était à l'école avec les enfants d'un de ceux qui nous a fait partir.